Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Au Bénin, l'opposition fait son grand retour à l'Assemblée nationale au regard des résultats provisoires des législatives du 8 janvier dernier proclamés par la Commission électorale nationale autonome. Et selon les chiffres divulgués par la Commission, la mouvance présidentielle conserve la majorité au Parlement, mais c'est l'opposition qui fait son retour. Qu'est-ce que cette victoire représente pour le camp de Patrice Talon et quel avenir pour l'opposition béninoise au sein de l'hémicycle? On en parle en première partie d'émission. Au Gabon, en août prochain, le pays donne rendez-vous au peuple avec son histoire. En effet, des milliers de Gabonais seront appelés aux urnes pour élire un nouveau dirigeant à la tête du pays. L'opposition s'organise pour faire barrage au parti au pouvoir à la tête du pays depuis plus de 50 ans. Du côté du Parti démocratique gabonais, le doute plane encore quant à la future candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba. Le président gabonais va-t-il briguer un troisième mandat et quel enjeu d'un nouveau scrutin axé sur le signe de la transparence? Des éléments de réponse en fin d'émission. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Momodou Thior, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci beaucoup Régis de m'avoir invité. Et en face de vous, Monsieur Momodou Albert, journaliste, analyste politique. Merci également d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci Régis pour l'invitation et bonjour à Thior aussi et aux auditeurs. Merci. On parle du Bénin, plus de 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes le 8 janvier dernier afin d'élire de nouveaux députés qui siégeront à l'hémicycle. Sur les 109 sièges, la mouvance présidentielle obtient 81 sièges contre 28 pour l'opposition. Que vous inspire, mon cher Albert, cette victoire du camp présidentiel ? Bon, je pense que la majorité présidentielle était partie pour gagner les législatives. Elle s'est préparée et il y a deux grosses quand même pointures de grandes formations politiques qui se sont coalisées. La majorité a préparé aussi bien sur le plan de l'organisation, de l'animation législative, même aussi le code électoral. Je pense que la majorité quand même était pressentie sortir victorieuse de cette compétition. Ce qui est peut-être intéressant à voir aussi, c'est comme vous le dites, le retour de l'opposition au niveau du Parlement. Quand même, c'est un bon signe politique, un signe de vitalité de la démocratie béninoise. Mais il reste la grosse question. L'opposition n'arrive pas encore à déstabiliser la majorité présidentielle. Exactement. On aura l'occasion en tout cas d'en parler tout au long de cette émission. Thior, alors le parti de l'opposition, en l'occurrence les démocrates, rejette les résultats provisoires proclamés par la Commission. Et de l'autre côté, la Sénat parle plutôt d'une élection libre et transparente. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui un petit peu cette alerte à la fraude lancée par l'opposition ? Vous savez, Régis, après avoir salué Albert, mon co-débatteur et vos téléspectateurs, le fait de voter le dimanche et d'attendre jusqu'au mercredi pour avoir les résultats, ça pose problème. Et ça augmente les suspicions. Est-ce qu'on n'a pas quelque part tripatouillé les résultats? Je pense qu'avec le monde moderne dans lequel nous vivons, et l'exemple du Sénégal, où aujourd'hui, quand vous votez le dimanche, dès la fermeture des bureaux de vote, les journalistes il y a au moins un journaliste dans chaque centre de vote et qui donne les résultats tels que c'est affiché devant les bureaux. Ça a l'avantage de nous éviter tous ces soupçons de fraude. Parce que bon, les démocrates sont dans le droit de soupçonner que la Sénat a mis du temps pour peut-être tripatouiller en faveur du pouvoir. Parce que moi, j'estime que 28 députés pour les démocrates, quand même, c'est assez peu. Moi, je m'attendais peut-être à la limite qu'ils soient au coude à coude. Parce que, bon, en face, les deux partis qui représentent la majorité, quand même, ceux qui sont au niveau des démocrates, autour de l'ancien président Yahi Boni, ont plus de vécu politique. Exactement. Donc, quelque part, on comprend leur frustration. Mais bon, ça, c'est à la Cour constitutionnelle de voir si réellement il y a eu fraude. Mais bon, il faut dire que les démocrates viennent de loin. Je me rappelle, lors d'un débat auquel j'avais participé, on devait valider les candidatures. Et la question, c'était est-ce que même la liste des démocrates allait être validée? Heureusement que la Cour constitutionnelle béninoise
a fait preuve de sagesse. Parce que s'ils avaient suivi la commission électorale, cette liste-là allait être invalidée. Exactement. Et on allait avoir une élection à la limite monocolore, parce que ce qu'on considère comme l'opposition de Patrice Talon, les FCBE, n'en est pas une. On a vu, il n'a même pas eu l'ancien parti de Yahya Bonnet et de FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, n'a même pas eu un seul député. Exactement. Donc c'est une opposition fabriquée par Patrice Talon. Heureusement, il faut saluer le retour des démocrates à l'Assemblée, mais je trouve que c'est assez peu, 28 députés. Mais ça aussi, quelque part, quand on agrège ça avec le taux de participation qui ne fait même pas 40%. C'est à 38%. Oui, c'est assez peu. Ouais. Parce que la dernière fois que l'élection était multipartite, on était à 66%. Exactement. Donc ça veut dire que quelque part les Béninois ont boudé les scrutins. C'est dû peut-être au fait que Patrice Talon fait la pluie et le beau temps et avait réussi à caporaliser le paysage politique au pays. Là, les Béninois qui ne se retrouvaient pas un peu dans cette assemblée monocolore dominée par des partis proches de Patrice Talon. Ça a été un peu une forme de censure de la part des Béninois? Quelque part, oui. Ouais. Parce que pour qui c'est un peu le passé démocratique du Bénin, où on citait ce pays-là vraiment en exemple de démocratie. De démocratie avancée. Ouais. Et c'était ça. Voir un peu le pays retomber un peu dans ce contexte de parti unique, il faut dire les choses telles quelles. Talon, lors de des dernières législatives, c'était presque un système de parti unique, parce que l'Assemblée, avec ses 89 députés, c'était deux partis qui lui étaient favorables. Oui. Et effectivement, c'est vrai, Albert, on va dire une alerte à la fraude presque légitime au vu de ce qui s'est passé, parce que rappelons quand même un petit peu le contexte. Il y avait quelques heures avant la proclamation des résultats provisoires, l'opposition était un petit peu devant. On pensait même à une percée historique de l'opposition. Et derrière, effectivement, il y a eu les résultats qui ont été proclamés. Est-ce que le choix du peuple a vraiment été exprimé lors de ces législatives, selon vous? Bon, je crois, par respect à la Sénat, par respect aux valeurs démocratiques, quand même 38%, moins de 40%, c'est un indice de vitalité démocratique. Il y a eu un jeu très ouvert, comme vous dites, on s'attendait à des surprises, il n'y a pas eu de surprises. Maintenant, pour moi, la grosse question, c'est que, tu as l'évoqué tout à l'heure, le Bénin, c'est une référence en Afrique pendant les décennies 90. Bon, il y a eu le changement politique, il y a eu une alternance, mais on a l'impression que la démocratie est bloquée. Parce que quand même, il y a eu une période très dure de répression de l'opposition. Jusqu'à présent, beaucoup de responsables sont à l'étranger. Et c'est là la vraie question aussi. Parce que la Sénat parle d'une élection inclusive. Est-ce qu'elle est vraiment inclusive quand on sait qu'effectivement la quasi-totalité de leaders politiques sont en exil? Voilà. Moi, je pense pas. La démocratie béninoise, elle est en panne. Il faut le reconnaître, qu'il y a un problème de gouvernance démocratique. Maintenant, pour l'opposition, c'est que ce n'est pas propre au Bénin. Partout en Afrique où il y a eu une ou deux alternances, l'ancien parti au pouvoir a du mal à revenir au devant de la scène. Parce que quand même, c'est la famille socialiste qui a dirigé le Bénin pendant des décennies. Là, elle est dans l'opposition, mais elle n'arrive pas à se reconstruire. Exactement. Ce qui fait que, je crois en partie, on peut dire quand même que l'abstention est assez forte. Il y a un manque de crédibilité au système électoral, manque de crédibilité aussi aux leaders. Il y a quand même une méfiance des électeurs par rapport aux dirigeants. Et je crois que c'est tout ça, la psychose de la violence aussi, a joué sur cette abstention-là. Et si vous regardez également l'environnement du Bénin, la violence islamique entoure ce pays. Donc il y a autant de facteurs qui pourraient expliquer ce taux d'abstention très, très, très élevé. Le pouvoir, maintenant, a joué sa carte à fond, c'est être sûr que tu maîtrises le scrutin, tu maîtrises l'organisation. Tu as un allié sûr, tu garantis ta victoire. Exactement. Et je pense que c'est à ce niveau-là que l'opposition aurait dû être beaucoup plus attentive avant d'aller à des élections aussi importantes.
Bon, il y a eu un manque d'organisation de l'opposition à ce niveau? Un manque d'organisation, à mon avis, et de concertation. Ils auraient pu quand même voir que la majorité est puissante pour la déstabiliser. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peser sur l'organisation du scrutin, sur la mobilisation des populations, sur aussi l'impératif qu'il y ait un changement? Ouais. Mais là, la décharge de l'opposition, Albert, elle avait un obstacle de taille à franchir parce que cette affaire de culture fiscale là, qui était mise en avant, ça c'était vraiment un frein. On a vu que jusqu'au dernier moment, on n'était même pas sûr que la liste des démocrates allait être validée. Ouais. Ça perturbe dans l'organisation interne de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas stratégique aussi? C'est fait sciemment. De la part du pouvoir en place. En fait, le pouvoir en place a verrouillé les élections. Regardez, on parle du manque d'engouement. Vous exilez volontairement Léa Dissoglo, qui était ancien maire de Cotonou, fils de son père, ancien président, Nissofor Soglo. L'homme qui a fait élire Patrice Talon lors de son premier mandat, Sébastien Adjavon, exilé, qui était arrivé donc troisième, et entre les deux, il n'y avait même pas moins de 2% de pourcentage. Lui aussi exilé, alors qu'il a un parti dynamique et qui était son adversaire farouche. Donc, on était très loin justement de l'aspect inclusif. C'est là où on peut comprendre un peu ce taux assez faible, parce que quelque part, oui, on a ouvert parce que les démocrates ont pu participer, mais les autres forces de l'opposition sont toujours persona non grata, et les gens qui sont en prison, Rekia Madougou, qui devait être la candidate des démocrates, et les autres qui, avec la CRIEF là, qui vraiment met du fil à retordre au dossier des candidatures. Oui, tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte par rapport à ce qui s'est passé. On parle d'un retour de l'opposition au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Déjà, quel avis quelle analyse faites-vous sur ce retour de l'opposition à l'Assemblée nationale, et est-ce qu'elle va, on va dire, mener à bien ses missions quand on sait qu'ils ne sont pas majoritaires? Oui, quand on regarde, c'est 28, c'est un tiers, parce que c'est 109 députés. Bon, c'est peut-être une petite capacité de nuisance, mais avec 81 députés de l'autre côté, bon, c'est une majorité assez confortable. Mais ce que vous disiez, au départ, les résultats sortis et les informations que nous avons eues le dimanche, on parlait d'une percée de l'opposition. Effectivement. Que l'opposition avait même gagné on ne sait pas ce qui s'est passé, donc il faudra attendre peut-être les résultats définitifs. Mais par exemple, ça aurait été quand même une bonne chose que l'opposition puisse avoir une majorité comme à la sénégalaise, presque au coude à coude. Et là, pour vraiment donner du fil à retordre à Patrice Talon, parce que pendant toutes ces années-là, vraiment, il n'a pas fait cadeau à l'opposition béninoise, et certes carrément écorné le modèle démocratique de ce pays. Alors c'est vrai, l'Assemblée nationale aujourd'hui enregistre le retour de l'opposition, et pour faire blocage, on parlait tout à l'heure de ces sièges occupés par le pouvoir en place, et pour faire blocage, l'opposition aurait dû avoir minimum 36 sièges sur les 109 proposés. Albert, comment expliquez-vous déjà cette défaite de l'opposition, si on peut la qualifier ainsi, et quelles sont les leçons que cette opposition béninoise doit tirer de cette défaite? Bon, la première leçon, c'est que Patrice Talon reste maître du jeu. Et pour préparer sérieusement la présidentielle, il fallait se battre pour les législatives. Et je pense que c'est une date assez importante dans les pays africains. Et l'opposition doit tirer cette leçon. Cette dispersion-là fait que jusqu'à présent, il ne trouve pas en tout cas les armes pour déstabiliser la majorité présidentielle. Donc pourquoi pas l'unité de l'opposition la plus élargie. Donc ça, c'est une leçon qu'il faut tirer. Maintenant, il y a aussi quelle va être la place de l'opposition au Parlement. Et surtout les défis. Il y a des réformes qu'il faudra engager, que ce soit le code électoral, que ce soit au niveau de la gouvernance institutionnelle, le respect des libertés démocratiques dont on a parlé. Je pense que l'opposition, même si elle ne peut pas rivaliser avec la majorité, elle doit se battre pour consolider au moins cet acquis-là. Qu'il n'y ait pas parce que quand même, n'oublions pas que l'opposition a été empêchée de participer à des élections. Exactement. Donc ça, il faudrait que l'opposition joue son rôle, mais à côté, il faut peut-être tendre la main à la société civile. Que l'opposition seule
avec un ancien parti au pouvoir qui ne retrouve pas ses marques, qui n'est pas leader. L'opposition doit avoir, si vous voulez, un leadership. Je pense que c'est ça qui fait défaut à cette opposition. Bon, elle subit trop de pression, elle subit une répression, elle est éclatée entre l'interne et l'externe. Et ça, je pense que dans l'histoire du Bénin, c'est un peuple qui a toujours eu à l'esprit les concertations les plus larges, les consensus. Exactement. Si on parle de gouvernance consensuelle, ça vient de l'expérience béninoise. Et je crois que c'est l'opposition, c'est à elle de tirer son bilan et de voir que, il y a des héritages qui cèdent. Et ce n'est pas Talon qui va rétablir la stabilité du Bénin sur le plan politique, sur le plan économique. Donc c'est une fonction, je pense que l'opposition doit avoir un peu plus loin et envisager une alternative crédible qui puisse répondre aussi aux aspirations des Béninois et à l'histoire du Bénin. Exactement. Parce qu'on ne peut pas quand même admettre qu'une opposition républicaine légale soit exilée dans un pays démocratique. Ça, c'est une bataille que peut-être les acteurs politiques seuls ne doivent pas mener. Il faut tendre la main à la société civile. S'ils ne stabilisent pas le jeu politique, je pense que le Bénin n'est pas à l'abri d'une déstabilisation. Et ça s'est vu également, l'absence de la société civile. Mais c'est là où je voulais en venir. Là aussi, Patrice Talon a réussi vraiment à mettre de côté la société civile béninoise. Parce que quand on se rappelle, quand vraiment le Bénin était le Bénin, mais il y avait une société civile dynamique, une classe politique vraiment très diverse. Mais tout ça, depuis l'arrivée de Talon, il a réussi à mettre tous ces gens-là au pas. Est-ce que ça voudrait dire que les dés étaient déjà jetés à l'entame de ces législatives? On peut le dire. Parce que même dans le simple fait que, on n'était même pas sûr que les démocrates, qui représentaient la vraie opposition, allaient participer. Effectivement. Ça c'était déjà mal parti. Donc, quelque part, l'élection était jouée d'avance. Parce qu'on savait que, nos amis des démocrates étaient là à se dire, est-ce que, la Cour constitutionnelle, parce que c'était leur seul recours, est-ce qu'il va accepter? Heureusement que, je le redis, la Cour a fait preuve de sagesse. Et là aussi, pour qui connaît le passé de la Cour constitutionnelle béninoise sous Elisabeth Pognon, parce que cette Cour s'est distinguée par des décisions fortes en tenant tête au pouvoir en place par rapport à ces soupçons de fraude. Si par exemple les démocrates présentent des preuves palpables, peut-être on peut espérer qu'on revoie un peu les résultats un peu en leur faveur. Parce qu'avec 28, je pense que c'est bien. L'opposition fait son retour, mais avec 28 députés, vraiment c'est plus de la figuration qu'autre chose. Et quelles pourraient être les attentes aujourd'hui des Béninois de la part de cette assemblée? Au moins, c'est une assemblée qui reflète quelque part la diversité politique au Bénin, parce que ce qui n'était pas le cas. Quand on a vu le taux de participation lors des dernières législatives, les gens avaient boudé les urnes, parce que on leur proposait des choses auxquelles ils n'étaient pas habitués. Mais au moins là, c'est un bon début. Même si, comme le rappelait Albert, les vrais leaders de l'opposition sont toujours exilés. Je les ai cités tout à l'heure. Et ça aussi... Et ça reste un peu une épine dans la chaussure du président Talon. Oui. Et là, tant que la criette va persister dans ses méthodes, les opposants ne sont pas à l'abri d'aller en prison ou d'être exilés. Parce que ça aussi, c'est très facile de coller un motif à un opposant qui vous empêche de gouverner en rond et de l'exiler ou de le mettre en prison. Ça aussi, je pense que si l'opposition autour des démocrates réussit à avoir une majorité quelque peu qualifiée, ils auraient pu changer les règles du jeu. Mais là, si les résultats sont maintenus tels quels, c'est mal parti. Et en parlant de maintenir les résultats, Albert, Patrice Talon, évidemment, on garde la majorité à l'Assemblée nationale. Quels peuvent être les défis qui attendent le président béninois à travers, évidemment, cette victoire? Je crois que c'est un défi politique qui se pose pratiquement à tous ces présidents qui cherchent coûte que coûte à se maintenir au pouvoir. Le défi, c'est comment stabiliser le Bénin. Je pense que le Parlement va être installé,
on va vers une présidentielle, mais si l'opposition et le pouvoir ne s'entendent pas sur des consensus, ça va être une responsabilité du président en exercice. Je pense que ça, c'est une responsabilité du président. Maintenant, il y a aussi le pouvoir législatif. Est-ce qu'il va être une chambre d'enregistrement pour faire passer toutes les lois du président, ou est-ce qu'ils vont tenir compte quand même du facteur nouveau que tout le monde a salué, la participation de l'opposition au Parlement? Est-ce que l'Assemblée va jouer son véritable rôle de pouvoir législatif? Je crois que là également, bon, on attend le président en exercice. Est-ce qu'il va accepter de jouer démocratiquement le jeu? Ou est-ce qu'il va encore centraliser tout le pouvoir au palais? Effectivement, par rapport à ça, les opinions sont un petit peu partagées, mon cher Thior. Alors, plusieurs observateurs béninois avancent l'hypothèse d'un accaparement du pouvoir au regard, évidemment, de nombreuses lois que le président Talon compte soumettre à l'hémicycle. Allons-nous vers un renforcement du régime de démocrature au Bénin, comme cela a déjà été dénoncé il y a plusieurs années? En tout cas, à l'Assemblée, il a la majorité pour faire passer toutes les lois qui lui plaisent. Et ça, c'est source d'inquiétude. Parce qu'on a vu comment il a gouverné pendant toutes ces années où il n'y avait pas de répondants en face, où il avait réussi à mettre tout le monde de côté, ou exilé, ou en prison. Et c'est là où on peut se faire du mouron. Parce je pense qu'il a déclaré qu'il ne fera pas de troisième mandat. Ce qui est une évidence. Au Bénin, quel que soit les velléités, parce qu'il y a Iboné, il a tenté. Mais au Bénin, l'avantage c'est que quand vous faites preuve de vouloir être tenté par un troisième mandat, mais un Béninois lambda peut porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle pour arbitrage, et ça permet de mettre fin à la récréation. Mais malheureusement, qu'est-ce que cette Cour constitutionnelle-là? Elle est devenue une Cour constitutionnelle godillot, il faut le dire. Parce que quand Talon est venu, son propre avocat a été nommé président de la Cour constitutionnelle. Et vous savez, Djek Benou, qui a démissionné il y a quelques mois pour être tête de liste pendant les législatives. Bon, de deux choses l'une. Moi, je soupçonne qu'il soit un peu son dauphin caché. Et ça aussi pour un peu... ce sont d'ailleurs les hypothèses avancées par beaucoup d'observateurs béninois. Perpétuer son troisième mandat qu'il ne peut pas faire. Et cette démocratie à laquelle tu faisais allusion. Mais ce serait très, très, très dommage. Je pense qu'on avait l'occasion avec ces élections législatives de remettre les choses à plat. Et vraiment de revenir au Bénin que nous connaissions, où vraiment le jeu politique était sain, où les forces en présence, opposition comme pouvoir, vraiment... se faisait certes des civilités, mais vraiment se taper quand il le fallait. Et ça a assis un modèle démocratique béninois respecté en Afrique. Albert, on parle de 38%, c'est le taux en tout cas de participation enregistré au niveau national, ce qui est plutôt faible, hein. On l'a également souligné sur ce plateau. C'est la première fois qu'une élection inclusive enregistre une aussi faible mobilisation au Bénin depuis la conférence nationale de février 1990. Cette abstention des Béninois, est-ce un message destiné au président Talon? Je dirais plutôt à la classe politique béninoise, maintenant particulièrement au président en exercice, parce que quand même, je pense qu'il faut tenir compte de l'histoire d'un pays démocratique comme le Bénin, qui a cette tradition. Vous venez au pouvoir par des voies démocratiques et vous réprimez systématiquement votre opposition. Il n'y a pas un peuple qui va accepter de cautionner des élections. Les Africains, quand même, ont pris conscience que celui qui est au pouvoir, quand il organise des élections, ce n'est pas pour perdre. Mais quand vous ajoutez maintenant les privations des libertés, l'élection, les populations se disent qu'on connaît déjà le résultat. Et ça renforce les gens qui ne croient plus à la classe politique, qui ne croient plus aux élections. Ça devient, je dirais, entre guillemets, une malédiction démocratique. Comme Mamadou Thior disait, en tout cas, les Béninois ont du mal à se retrouver dans les plans d'action. Mais ça va être difficile. Tu ne peux pas aller à des législatives, penser à une assemblée de rupture, alors que l'essentiel des forces politiques est à l'étranger, où les autres sont en prison,
où vous barricadez la société civile, vous la canalisez, vous la maîtrisez, à la limite vous corrompez les élites politiques et la société civile, c'est vous décrédibilisez la démocratie et les élections. Et je pense que ça explique l'auto-daption. Maintenant, comme je disais, le pouvoir et l'opposition sont responsables. Il n'y a pas d'alternative. Ouais. On est dans un contexte d'essoufflement du modèle béninois. Il s'est essoufflé sur le plan démocratique, sur le plan politique, et il n'a plus de programme alternatif. Bon, regardez, comme on l'a dit, les démocrates, 38, c'est trop peu. 28, pardon. Sièges, ouais. Bon, s'ils avaient travaillé sérieusement avec l'expérience politique qu'ils ont, avec les rouages qu'ils connaissent, bon, on n'aurait pas eu ce cas de figure. Ouais. Si la Cour n'avait pas été un peu plus intelligente que la Sénat, mais il n'aurait pas participé. Effectivement, en tout cas, un score très faible, voilà. Malheureusement, pour cette opposition. Je pense que ça a dû peser sur les électeurs. Hein. Et malheureusement, je suis obligé de vous interrompre, ouais. Monsieur. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie du débrief. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser à la future présidentielle au Gabon, à Libreville. Le pays va élire en août prochain un nouveau chef d'État pour un mandat de 7 ans. Mon cher Thior, quelle analyse faites-vous de la classe politique gabonaise aujourd'hui ? Bon, il faut dire que les élections d'août 2023, quand même, il y a beaucoup d'indécis parce que déjà à commencer par le président actuel, Ali Bongo, depuis son AVC et son état de santé fragile, est-ce qu'il va encore tenter un troisième mandat? C'est vrai que le doute plane en ce moment un peu sur la future candidature du président sortant. Et là, quelque part, il nous rappelle ce qui s'était passé en Algérie avec Bouteflika sur fauteuil roulant, que son entourage proche forçait aux Algériens. Est-ce qu'au Gabon, il en sera ainsi, où les gens auront pitié de lui et enfin, laisser Ali Bongo Ondimba aller se reposer parce que son état de santé ne lui permet plus de diriger le pays. Et s'il décide de ne pas être candidat, qui va porter les flambeaux du parti au pouvoir? Et en face, l'opposition, qu'y a-t-il là-bas? Exactement, parce que c'est là aussi la question, parce qu'il n'y a pas encore de numéro 2 au sein du PDG, donc le Parti démocratique gabonais. Du Gabon, mais aussi en face, l'opposition. Parce qu'en 2016, c'était Jean Ping, son principal challenger. Entre-temps, Casimir Mbemba est décédé, André Baobam. Donc c'est le leader de l'opposition. Qui incarne l'opposition aujourd'hui au Gabon. Ça aussi, je pense que nos amis de l'opposition doivent régler cette question-là. Parce qu'une élection, ça ne se prépare pas en 2 mois, c'est déjà présent que l'opposition doit rassurer les Gabonais de sorte à les convaincre qu'elle incarne la bonne relève face au Parti démocratique gabonais. Et quels sont selon vous, mon cher Albert, les réels enjeux de ce futur scrutin? Disons que pour le pouvoir, l'enjeu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est est-ce que Ali Bongo va briguer un troisième mandat. Ça, quand même, c'est un enjeu de taille pour son parti, pour ses électeurs. Ou est-ce qu'il va désister? C'est un enjeu de taille pour un parti quand même qui a gouverné le Gabon depuis plus de 50 ans. C'est un enjeu de taille. Est-ce qu'ils auront un débat interne, un débat franc pour choisir le candidat? Ou est-ce que Ali Bongo va simplement s'imposer? Il a les moyens politiques, il a l'expérience, il maîtrise, je crois, sa majorité. Donc ça, c'est un enjeu de taille. Maintenant, pour l'opposition, l'enjeu, est-ce que l'opposition gabonaise va être capable d'être à la hauteur de ce défi-là? Il y a une famille, il y a un parti qui est là, qui dirige le Gabon comme il l'entend. Est-ce que l'opposition est capable de trouver une alternative? Je crois que ça, quand même, c'est un enjeu extrêmement important. Il y a quelques indices qui montrent peut-être qu'il y a une prise de conscience de toutes les forces de l'opposition parce qu'ils ont créé une plateforme, ils sont en train de discuter sur les stratégies. Il y a une prise de conscience. Maintenant, est-ce qu'il y a une maturité politique? Pour moi, c'est la grosse question. Est-ce que l'opposition qui a pris conscience
de la nécessité de changer ce pouvoir à la limite familiale, est-ce qu'elle est mature? Est-ce qu'elle va être capable de s'organiser et de trouver une alternative? Parce que c'est là la vraie question. La plateforme de cette opposition-là, elle est conduite par une ancienne membre du PDG, Paulette Missambo, aujourd'hui qui dirige un peu cette plateforme de l'opposition avec près d'une cinquantaine déjà des signatures, que ce soit de l'opposition ou encore de la société civile. Est-ce que la question du leadership ne va pas se poser, hein? C'est un petit peu ce que Albert vient de soulever. Quand on sait que le candidat de l'opposition, Jean Ping, qui était effectivement le vrai challenger en 2016 du président sortant Ali Bongo Ondimba, ne s'est pas encore prononcé en ce qui concerne évidemment cette plateforme. La question de leadership va forcément se poser à ce niveau-là. Oui, et surtout avec Jean Ping, le problème de l'âge, parce que le problème dans ces pays d'Afrique centrale, c'est d'abord le septennat. Parce que ça, à ce niveau, 7 ans, c'est très long. Il faut revoir le mandat à 5 ans. Oui, je pense que dans les démocraties, et même moins, parce que vous voyez les pays anglophones, Nigeria, Ghana, c'est 4 ans. Parce qu'en 7 ans, c'est l'équivalent de 2 mandats dans ces pays anglophones-là. Je pense que c'est un problème. Donc, d'une élection à une autre, on prend de l'âge. Et c'est le cas de Jean Ping. Déjà qu'en 2016, il commençait à peut-être vieillir. Et ça, le problème du leadership de l'opposition aujourd'hui, qui va incarner ce leadership-là, ça va donc se poser forcément. Et vous voyez un peu les gens qui incarnent un peu ce leadership actuel avec cette dame, c'est les gens qui sont sortis du flanc du PDG. Exactement. Quand vous avez une machine électorale en face, si vous voulez renverser cette machine électorale-là, il faut savoir partir à temps et bien se préparer, sinon ils vont encore mordre la poussière face au PDG. Et on parle effectivement du Parti démocratique gabonais. Alors lors de son congrès, les militants du parti au pouvoir appelaient à la candidature du président Ali Bongo Ondimba. La question se posait, va-t-il répondre à cet appel, mon cher Thior? En tout cas, il fait durer le suspense. Et bon, vu son état de santé quand même, il doit vraiment y réfléchir. Parce que ça, c'est une décision personnelle. Bon, vous savez, en Afrique, souvent l'entourage avec les prébendes là sont prêts à tout pour maintenir Ali Bongo au pouvoir, parce que tant qu'il restera là-bas, ils pourront garder leurs intérêts. Mais c'est Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo vient de loin. Exactement. Avec son AVC, effectivement, moi je ne pensais pas qu'il puisse peut-être faire ces progrès-là. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il a beaucoup retrouvé du poil de la bête. Mais pour diriger un pays, quand même, on doit être sur ses 2 pieds. Ça part vraiment d'une décision, une réflexion personnelle d'abord, avant évidemment de... Absolument. Et s'il écoute son entourage, ils vont lui dire, comme ses militants lors du congrès, ils vont lui dire, vas-y, tu es le meilleur, donc personne ne peut te battre, mais c'est à lui de penser un peu à sa santé d'abord et à sa famille. Parce que quand on fait 2 mandats de 7 ans, ça fait 14 ans au pouvoir, je pense que quand même, c'est suffisant. On peut passer la main à quelqu'un d'autre. Alors, c'est vrai qu'on parle d'une opposition qui s'organise, hein, Albert. Il y a une plateforme déjà qui a été mise en place. L'objectif, hein, c'est de renverser le parti au pouvoir lors de ses futures joutes électorales, en l'occurrence cette présidentielle d'août 2023. Le chef de l'État, dans son discours à la nation, a adressé en tout cas un message de dialogue. Une rencontre va être organisée avec l'opposition pour dialoguer. Comment appréciez-vous cette initiative lancée par le chef de l'État gabonais? Bon, je trouve que c'est une bonne initiative quand même. Bon, tendre la main à son opposition, c'est un signe d'ouverture. Maintenant, je crois que la difficulté aujourd'hui pour les Gabonais, c'est qu'on va vers une élection qui va au moins rassembler 4 scrutins. Une présidentielle, des législatives, des locales, des sénatoriales. Mais ça va peser sur tous les acteurs politiques. Et je pense qu'Ali Bongo, il a raison d'aller vers son opposition pour voir comment gérer ce poids politique-là. Comment organiser une telle élection. Un seul parti ne peut pas dire j'organise tous ces enjeux-là comme je l'entends. Si vous vraiment vous souciez de la stabilité de votre pays quand même, un tel scrutin nécessite un consensus. Bon, donc là, l'initiative, elle est bonne. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une manœuvre derrière? C'est quelqu'un qui est expérimenté, apparemment, je crois qu'il va être candidat.
Parce que c'est le malheur dans les partis africains, c'est qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas aussi de réflexion sur les candidatures. Mais aujourd'hui, avec l'expérience de ce parti quand même qui a une riche expérience, les gens auraient aimé qu'il y ait un débat interne pour voir quel est l'état de santé du président candidat. Est-ce que démocratiquement, on peut accepter un malade à la tête de notre pays pour 7 ans? Mais ça, c'est des questions qui ne sont pas du tout des questions personnelles, c'est des questions de gouvernance. Malheureusement, bon, les Africains n'osent pas se dire la vérité, on préfère les consensus mous. C'est le président, on n'a pas un autre candidat, laissons-le continuer. Ouais, comme ça je pense que le parti, le PDG est un peu dans cette logique-là, tu vois, parce que jusque-là, on ne parle pas d'un numéro 2, il n'y a pas un numéro 2 qui sort du lot pour remplacer le chef de l'État au cas d'un désistement. Mais c'est là où c'est dommageable, parce que comme le disait Obama, quand dans nos pays africains, au bout de 2 mandats, soit 10 ans ou 14 ans, vous, le président en exercice, vous n'avez personne qui peut assurer la relève. Ça veut dire que vous avez échoué. Vous n'avez, parce que pendant les 14 ans de règne quand même, il devait y avoir une personnalité qui puisse émerger. Parce que, bon, la maladie est venue comme ça, parce qu'on n'est pas maître de notre destin. Exactement. Il devait quand même, au sein du parti, le jeu démocratique, comme le disait Albert, puisse se faire. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de partis présidentiels? C'est le président qui est l'omnipuissant, l'omniprésent, l'omnipotent. Et ça aussi, bon, avec les aléas, on ne sait jamais. Donc aujourd'hui, certainement, il peut peut-être ne pas vouloir y aller vu son état de santé. Mais bon, vu les contraintes, parce qu'il sait que s'il n'y va pas, peut-être le PDG ne va pas gagner le scrutin. Donc dans ce cas-là, il sera obligé d'y aller. Maintenant, parce qu'on rappelle quand même que l'opposition est vraiment très organisée à travers cette plateforme. Et c'est bien. Parce qu'en fait, je pense que son ouverture vers l'opposition, quand il fait un regard dans le rétroviseur, lui, Ali Bongo Ondimba, lors du dernier scrutin présidentiel, en 2016, où il avait frôlé la défaite. N'eût été les résultats venus de son fief là, Jean Ping avait gagné le scrutin présidentiel. Donc quelque part, il sait que bon, il est sur une corde raide. Sa popularité vacille et bon, sa maladie est venue aussi s'ajouter au fait que bon, les Gabonais quand même sont dubitatifs. Est-ce que on doit encore pouvoir, s'il est candidat, lui faire confiance à quelqu'un qui est malade et qui certainement a besoin de temps pour vraiment se reprendre. Absolument. Ouais. Donc tout ça, ça peut peser. Est-ce qu'aujourd'hui, mon cher Albert, comment expliquer le fait qu'on est encore très loin de la présidentielle, mais que l'opposition, c'est vrai que Mamadou Toure a souligné qu'une élection, ça se prépare, mais on voit que l'opposition commence à s'organiser en coalition. Pourquoi? Comment expliquer cette stratégie de l'opposition? Je crois que ça vient du fait que bon, le ressenti, c'est que les acteurs ont marre de ce pouvoir-là, qui est là depuis 50 ans. C'est un sentiment de faiblesse. Quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a duré, qui ne travaille pas correctement, qui est malade, qui ne pourra pas diriger le Gabon, bon, ça crée une réaction collective au niveau de l'opposition. C'est-à-dire qu'il nous faut trouver une solution de survie. Ouais. Donc, par réflexe, les gens montent la plateforme. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il faut aller au-delà du ressenti. Ali Bongo ne va pas jouer sur l'émotion, il va jouer sur son pouvoir. Et l'opposition, la carte qu'elle devrait jouer, à mon avis, à l'état actuel des choses, je ne comprends pas que Jumping, qui a quand même une expérience politique, qu'on puisse organiser une plateforme sans qu'il donne son avis, sans qu'on l'associe ou sans même qu'il soit au cœur de cette plateforme. Donc là, il y a une erreur dans la démarche. La plateforme, à mon avis, avant de la mettre en place, il fallait avoir un consensus au niveau de l'opposition pour garantir que tout le monde est d'accord sur le principe d'une plateforme. Maintenant, deuxièmement, bon, on parlait tout à l'heure du Bénin. L'expérience du Bénin, quand même, doit servir tous les pays africains. C'est l'un des premiers pays qui a initié les grandes conférences, les consensus, les grandes réformes politiques. Mais jusqu'à présent,
j'ai pas vu un seul pays africain qui a une expérience aussi importante que le Bénin, à part peut-être le Sénégal avec les assises nationales. Mais au Sénégal, les assises n'ont pas abouti à un consensus pouvoir et opposition. Alors que le Bénin a une expérience avérée. Donc, à ce niveau-là, pourquoi l'opposition gabonaise ne va pas aller chercher l'expérience du Bénin et voir que l'alternative, elle ne peut provenir que d'un programme. S'ils n'ont pas de programme, ils ne pourront pas trouver un leader. Et je crois que c'est à ce niveau-là que les opposants doivent quand même se rendre compte que c'est un pouvoir qui est là, qui est solide, qui a ses réflexes. Ben, pour le mettre à terre, c'est pas trop tard. Ouais. C'est pas trop tard. L'essentiel, c'est d'avoir une démarche cohérente, qu'ils discutent entre eux, qu'ils trouvent une plateforme alternative et qu'ils s'engagent. À mon avis, pourquoi pas chercher quelqu'un d'expérimenté ou pourquoi pas miser sur une femme. Ah oui, c'est bon. On rappelle que la plateforme est dirigée par une femme. Voilà, donc le leadership, c'est le mouvement qui va le créer. C'est le débat qui le crée. On ne peut pas imposer quelqu'un à une opposition, que ce soit au Gabon ou ailleurs. L'opposant, il est le produit d'une dynamique collective. Et je pense que, espérons que la plateforme puisse travailler sérieusement sur les termes de référence et que aussi, je crois qu'il faut éviter aussi de trop personnaliser l'alternative. Ouais. L'alternative, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une famille, mais c'est une alternative politique. Ouais, et l'aspect de concertation que vous venez de souligner, c'est vraiment très important parce que, mon cher Thior, le porte-parole du Parti démocratique gabonais disait ceci, je cite, « Les opposants sont incapables de s'entendre, n'ont pas d'idéologie commune, pas de filiation entre jeunes et anciens ». Quelle analyse faites-vous de cette sortie ? Oui, je pense qu'ils jettent une pierre dans le jardin de ses amis de l'opposition, mais je pense qu'ils minimisent l'opposition qui a pris conscience que dispersés, ils n'ont pas de chance, mais organisés, ils peuvent aller loin. L'expérience est là en 2009, rappelons-nous, les André Baobam, les Jamping, ils ont été battus à plate couture par le président Ali Bongo. En 2016, ils ont fait l'expérience, ils ont mis en avant Jamping et le résultat était là. Ouais. Ils ont failli battre, n'eût été ces résultats sortis dont on sait où. Ils avaient presque gagné le scrutin de 2016. Donc, partant de cette expérience-là, on peut comprendre qu'ils puissent vraiment parler d'une seule voix, mettre cette plateforme-là. Mais maintenant, la perle rare, est-ce que l'opposition va la dénicher pour avoir un bon candidat ou une bonne candidate face au candidat du pouvoir? C'est là toute la question. On parle du Gabon aujourd'hui, le pays est membre du Commonwealth. Quel pourrait être, mon cher Albert, le rôle de cette organisation dans le bon déroulement de la présidentielle d'août 2023 ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les pays francophones ont des problèmes. Partout où il y a mauvaise gouvernance politique, économique, partout où il y a coût de la préservation du pouvoir, c'est dans les pays francophones. Les pays francophones sont vraiment en retard. Donc, si le Gabon veut réellement adhérer au Commonwealth, et adhérer au projet de gouvernance politique auquel tous les pays du Commonwealth se réfèrent, ça peut aider le Gabon à sortir du clivage endogène. Mais ça, le modèle du Commonwealth, il est en déphasage avec cette option-là. Et vous pensez que cette organisation aura vraiment un rôle très important, un rôle vraiment à jouer? En tout cas, ça peut jouer plus et mieux que la francophonie. Parce que là, si le président gabonais croit aux valeurs de cette communauté-là, à son modèle de gouvernance, le Gabon ne peut pas rester figé dans le modèle francophone. Il faudra nécessairement qu'ils acceptent d'intégrer une communauté, mais intégrer également ses valeurs. Ouais. S'ils ne le font pas, je pense qu'ils risquent d'être déçus à terme, parce que quand même
Si vous voyez la reine qui est décédée il y a quelques mois, je crois, la reine d'Angleterre, bon, elle a marqué tous les pays africains qui ont eu à coopérer avec l'Angleterre. Par sa simple présence. On sentait que l'Angleterre est différente de la France, elle est différente des États-Unis. Ouais. C'est un modèle en Afrique. Donc s'il croit réellement à ce modèle-là, je crois que le Gabon peut s'inspirer de ce modèle-là. Maintenant, c'est vrai que aussi, c'est la triste réalité. Ali Bongo, il est très attaché à la francophonie. Ouais, parce qu'effectivement, le Commonwealth aussi, au-delà, vous l'avez souligné, d'intégrer l'organisation, il y a des valeurs également qu'il va falloir mettre en place et respecter. Mamadou Thior, on parle du président Ali Bongo Ondimba, qui potentiellement va briguer un troisième mandat, mais quelle lecture faites-vous déjà un petit peu de sa gestion du pays durant ces 2 premiers mandats, sans oublier effectivement cette étape un peu compliquée de sa vie avec cette crise AVC. En tout cas, il présente un bilan mi-figue, mi-raisin, parce que le Gabon était en termes de production pétrolière, c'était un pays quand même qui avait beaucoup de ressources, mais la manne, qu'est-ce que le Gabon en a fait? Ouais, parce qu'aujourd'hui, on parle de la cherté de la vie. Oui. C'est un peu compliqué pour beaucoup de Gabonais aujourd'hui. Absolument. Et les années Ali Bongo, vraiment, bon, la manne pétrolière presque a été à la limite dilapidée. Donc les Gabonais, à un certain moment, vraiment éprouvaient beaucoup de difficultés. Et ça traduit un peu l'échec de sa gouvernance. Parce que sous son père, Omar Bongo, quand même, c'était un pôle d'opulence. Vraiment, le Gabon tirait beaucoup de ressources à partir du pétrole. Donc aujourd'hui, je pense que sa maladie a beaucoup joué aussi, il faut le reconnaître, parce que presque c'est vite arrivé après sa réélection. Et ça, je pense qu'un AVC, quand on est président de la République, ça ne pardonne pas. Et ça a aussi beaucoup joué sur... retardé effectivement sur la mise en place de son plan d'action. Absolument. Parce que bon, c'est lui le président, c'est lui qui doit impulser. On sait un peu comment... Dans nos pays, le centralisme démocratique, comme on dit. Donc, comme c'est lui le grand patron, il y a beaucoup de choses quand on est un peu mal en point. Ça bat un peu de l'aile, comme on dit. On parle aussi d'une, on va dire, parce que là, le Gabon a un nouveau gouvernement avec à sa tête Alain-Claude Bilibinze, qui était également porte-parole un fidèle parmi les fidèle très proche du président. Pourquoi ce remaniement ministériel à quelques mois de la présidentielle? Oui, c'est vrai que moi-même, je me suis posé la question à quoi bon, on est à 8 mois de scrutin, moi-même, parce que c'est au mois d'août. Bon, vous remplacez la dame par, c'est vrai, Alain-Claude Bilibinze est un fidèle parmi les fidèles, mais aussi, ça, c'est un peu en direction des grandes manœuvres pour ce scrutin présidentiel-là. Parce que le nouveau gouvernement qui sera mis en place, ce sera un gouvernement pour préparer l'élection présidentielle. Donc, quelque part, le président se prépare. Maintenant, est-ce qu'il sera candidat ou pas? Là, il est en train de mettre en place son dispositif à travers la nouvelle équipe de Alain-Claude Bilibinze. Il y a un point aussi, parce qu'à partir de 2009, vous l'avez encore souligné, mon cher Thior, c'est qu'on a senti une rupture du parti au pouvoir représenté par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avec la jeunesse gabonaise, une jeunesse aujourd'hui qui se cherche un petit peu et qui demande à être embauchée, qui sollicite la mise en place des mécanismes pour faciliter, on va dire, le recrutement de ces jeunes qui se retrouvent pallier au sempiternel problème du chômage des jeunes. Mais selon vous, quel pourrait être le rôle de cette jeunesse, mon cher Albert, durant ces présidentielles? Bon, je crois que le rôle de la jeunesse, c'est déjà le constat d'échec, que la jeunesse est restée une grosse préoccupation, soit l'éducation, soit l'insertion sociale et économique. Et même en termes de perspective, l'influence que le Gabon avait eue à l'époque en Afrique ou à travers le monde, ça se reflète sur la jeunesse gabonaise. Elle est à la limite abandonnée. Pour moi, c'est la transition qui a été ratée, que Ali Bongo n'a pas su gérer la transition du Gabon.
Et ça se répercute sur cette jeunesse. S'il y a une alternance au Gabon, c'est un enjeu politique énorme. Et je crois que ça va se répercuter sur les pays africains, mais ça va se répercuter dans les relations avec la France et l'Union européenne. Donc ça, même par rapport aux grandes questions sécuritaires, ça peut être une bouffée démocratique pour le Gabon et pour pour cette partie du continent. En Afrique centrale, il n'y a pas de limitation de mandat. Exactement, c'est vrai que la problématique du troisième mandat, qui a une forte résonance en Afrique de l'Ouest. Des gens comme Biya qui sont là-bas depuis plus de 40 ans, s'il y a alternance, ça peut faire bouger les lignes. Au Congo aussi. On parle d'un 6e mandat. Denis Sassou Nguesso est là-bas depuis plus de 30 ans. Donc je pense que ce serait quand même du pain béni si l'opposition gagnait les élections. Ça peut faire réfléchir dans tous ces pays d'Afrique centrale où l'alternance se fait désirer. Effectivement. Aussi, quand tu disais tout à l'heure sur le Commonwealth, s'il y a une alternance, ça va ouvrir beaucoup plus un horizon au Gabon. Là, il pourrait entrer dans ce marché-là avec une valeur ajoutée énorme. Absolument. Et je crois que même par rapport, comme je le disais tout à l'heure, avec la France, l'échec de la famille ou du Parti démocratique gabonais, c'est la mainmise du capital étranger. Le Gabon avait suffisamment de ressources humaines, suffisamment de ressources économiques pour se développer, pour être même un modèle. Et je pense que c'est comme vous l'avez dit, mon cher Albert, le Gabon, en tout cas avec toutes ses richesses, n'a pas su effectuer cette excellente transition. Et c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Momodou Thior, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci beaucoup. Nous avons également le plaisir de recevoir Momodou Sy Albert. Vous êtes journaliste, analyste politique. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du débrief. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.